Est-ce que vous m'entendez? Bien. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Guillaume Poulain, rédacteur en chef de TOM, Travel and Move. Je remercie le Welcome City Lab et vous tous d'être venus, le Welcome City Lab de nous accueillir. Habituellement, alors TOM c'est un média de la presse pro, c'est le dernier né de la presse professionnelle du tourisme. On a lancé notre site il y a 2 ans. On fait une veille technologique sur l'ensemble des secteurs d'activité. Et à partir du moment où on voit des initiatives intéressantes en matière de technologie, que ce soit dans l'automobile, dans la banque, dans l'assurance, et qu'on se dit que ça peut avoir un intérêt pour le travel, on en parle. Donc Tom s'adresse aux décideurs de l'industrie du tourisme, quel que soit le métier, ça peut être de l'aérien, des agences de voyage, des croisiéristes, des loueurs de voitures. Et dès qu'il y a de l'infotechnologie qui peut leur être utile, on les en informe. Avec le Welcome City Lab, on a décidé d'organiser une conférence mensuelle. Aujourd'hui, exceptionnellement, on va sortir de notre domaine de prédilection, à savoir les technos, pour parler, donc, comme vous le savez, des levées de fonds. D'ailleurs, j'aimerais savoir si dans la salle, qui souhaite actuellement essayer de faire une levée de fonds ou veut. On a 3, 4 projets, quelques projets. D'accord. Peut-être des leveurs de fonds dans la salle? 2, 3. Donc on va présenter assez sommairement l'écosystème de la levée de fonds pour que vous puissiez, en tout cas pour ceux qui ne connaissent pas du tout cet univers, mieux appréhender les différents acteurs. On va tout de suite commencer par les aspects juridiques, puisque si les aspects juridiques et sociaux sont primordiaux dans un projet de création d'entreprise, on se rend compte quand même que les jeunes pousses, donc les start-upers se demandent toujours comment ils peuvent protéger leur création ou leurs inventions, puisque ça va avoir de la valeur évidemment dans le cadre d'une levée de fonds. Le b.a.-ba, je rappelle que une idée, un concept ne peuvent pas être protégés. Seule la matérialisation de cette idée ou du concept peut l'être, soit par un dépôt de marque, pour tous les signes qui vont permettre d'identifier votre produit ou le service que vous allez proposer à votre clientèle, soit par un dessin enfin des dessins ou des modèles si la matérialisation de votre concept était esthétique. Le droit d'auteur, si jamais vous avez mis au point un logiciel, un algorithme, ou encore par un dépôt de brevet, si la matérialisation de votre idée est une innovation technique. Donc, la marque peut prendre des formes variées. Ça peut être un mot, un nom, un slogan, le fameux, parce que vous le valez bien, des chiffres ou des lettres, un logo, une combinaison de ces éléments, ou encore une identité sonore. Souvent, on nous demande comment est-ce que je peux protéger mon site web. On ne peut pas réellement protéger son site web. On peut en revanche réserver son nom de domaine. Et il est conseillé d'enregistrer le nom de domaine sous la forme d'une marque pour se protéger du cyber-squatting. Donc, c'est vraiment le b.a.-ba, mais il faut penser à renouveler une fois par an son nom de domaine, puisque la règle qui prévaut, c'est premier arrivé, premier servi. La réservation du nom de domaine n'équivaut pas à une protection, comme je vous le disais. Donc si vous avez un souci avec des cybersquatters ou des concurrents, vous serez obligé d'entamer une action en concurrence déloyale. Si vous êtes l'auteur d'un logiciel, eh bien, comme je le disais, vous allez pouvoir déposer... si vous êtes l'auteur d'un logiciel, vous allez être protégé par le droit d'auteur. Et là, on va parler du brevet. Donc, si vous avez créé une invention, ça peut être l'amélioration apportée à un produit ou un service, alors à ce moment-là, vous pouvez déposer un brevet auprès de l'INPI. Souvent, il y a des incubateurs comme Agoranov qui sont à fond sur l'innovation et des startups comme Cepage, par exemple, mettent au point des algorithmes et à ce moment-là, ils peuvent s'en défendre si jamais... ils peuvent profiter leur innovation. C'est important parce que quand vous allez lever des fonds, forcément, on va voir tous les acquis que vous avez. Et le brevet est un levier essentiel. Cependant, excusez-moi, j'ai bugué. Vous allez pouvoir bénéficier de ce brevet
existe ce brevet pendant une période maximale de 20 ans. Et si demain, vous avez Google, Microsoft ou un géant, qu'importe lequel, qui utilise le même algorithme que vous, demandez-vous si vous êtes en mesure d'aller sur le terrain judiciaire pour défendre vos brevets. C'est un problème qui se pose assez fréquemment. J'enchaîne tout de suite sur l'écosystème privé en France. Donc on imagine que l'entreprise est créée, soit en fonds propres, soit grâce au Love Money, mais je vais y revenir. Les innovations sont protégées, maintenant on recherche des fonds. Évidemment, il y a les prêts bancaires qui peuvent vous aider, il y a des différentes aides publiques, mais nous on va s'intéresser à une typologie d'acteurs qui peut soit vous aider à financer votre activité, soit entrer directement au capital. Donc on a les business angels, on a le crowdfunding, le crowd equity aussi, on va en parler, et bien sûr les fonds d'investissement. Le but du jeu est simple. Vous allez essayer de collecter un maximum de fonds tout en essayant d'avoir une dilution minimale pour l'équipe des fondateurs, puisque généralement les fondateurs veulent avoir encore le pouvoir sur leur activité. Donc il y a un savant équilibre à trouver. Sur ce graphe, vous pouvez voir à quel moment vous avez, donc là il y a 5 cycles, de la R&D à la création jusqu'à la maturité. La nature de l'investisseur est fonction du cycle de vie de l'entreprise, autrement dit de sa maturité. On va se concentrer sur le premier segment pour commencer. Généralement, les startups commencent par soit en fonds propres pour lancer leur activité, soit font appel à leur entourage, à leurs amis, à leur famille, ou encore auprès d'investisseurs privés. L'argument choc, c'est la défiscalisation. Donc vous allez être défiscalisé à hauteur de moins 25% sur l'impôt sur le revenu si vous investissez dans une société, et jusqu'à moins 75% si vous êtes imposé sur la fortune. Donc par exemple, si votre cousin veut vous filer un coup de main en vous donnant... c'est 25%, c'est 18 et 50 ? C'est pas 25 et 75. Ok, 18 et 50%. Donc 18% sur l'impôt sur le revenu, 50% sur l'ISF, de défiscaliser. Alors, les investisseurs privés accompagnent parfois les start-upers dans le capital initial, ou alors lors de la première levée de fonds qui suit la création de l'entreprise. Il y a aussi des business angels qui investissent à ce stade. Les business angels. Alors, en France, on compte moins de business angels que dans d'autres pays. Il y a des estimations qui parlent de 8-10 000 à peu près business angels. On en aurait 5 fois plus en Grande-Bretagne. Aux États-Unis, on pense qu'ils sont plus de 500 000. Alors les chiffres sont très différents d'une source à l'autre, mais en tout cas, vous avez une idée du phénomène en France. Ils fonctionnent souvent en réseau, parfois de manière individuelle. En quel cas, c'est un petit peu plus difficile de les trouver. Il vaut mieux avoir un bon réseau. Le plus simple pour les trouver, c'est de faire appel à des acteurs comme France Angel, par exemple, qui a un annuaire de business angel. Vous allez pouvoir les rechercher en fonction de leur localisation, du montant recherché ou de leur domaine de prédilection. Aux États-Unis, il y a un réseau social s'appelle AngelList. Il revendique des dizaines de millions de dollars d'investissement par mois et il met justement en relation les porteurs de projets avec les investisseurs. Et en France, on peut citer FoundMe qui a l'ambition de devenir l'AngelList européen. Une fois que, évidemment, vous avez rencontré les business angels, vous préparez votre dossier, vous faites le pitch dans l'espoir de les convaincre. On parle souvent du crowdfunding, mais il y a une petite nuance à apporter. En fait, sur le crowdfunding, donc, ce sont des plateformes et des réseaux sociaux qui vont mettre en relation les porteurs de projets et les investisseurs privés. Mais l'argent que vont donner ces investisseurs, ça va être sous forme de dons et de prêts. Et alors que le crowd equity, là, il s'agit pareil de mise en relation entre les porteurs de projets et les investisseurs, mais là, on parle vraiment de participation dans le capital. En France, le crowd equity a un petit peu du mal à émerger.
ce qui est dommage parce que ça ferait probablement grand bien à nos sociétés, à nos TPE, PME, dans un contexte économique assez compliqué. Mais elles ont réussi à drainer en 2014 en France entre 25 et 30 millions d'euros. Bon, vous connaissez tous les fameux sites comme My Major Company ou dans le cinéma, il y a le site de crowdfunding qui s'appelle Touscoprod. Donc en fait, on se demande si on ne va pas vers une verticalisation du crowdfunding. Les grandes plateformes connues en France sont Wizid, Smart Angels, Anaxago. Et je viens d'apprendre aujourd'hui qu'il y en a une nouvelle qui se lançait qui s'appelle Look and Fin. Elles ont déjà permis de faire un grand nombre d'opérations significatives. Aux USA, l'acteur probablement le plus connu, c'est Kickstarter, où là, en fait, vous allez pouvoir précommander un produit. Et grâce à votre argent, la startup va pouvoir concevoir ce produit, puis vous l'envoyer par la suite. Le souci qui se pose quand on est français, c'est qu'il faut soit résider là-bas, soit avoir un représentant là-bas pour pouvoir lancer une campagne. Les plateformes participatives en France, en 2014, ont collecté 152 millions d'euros. Ça représente 84% de plus qu'en 2013. Ce qu'on peut dire sur le crowdfunding, c'est que c'est particulièrement adapté au B2C et aussi aux acteurs qui ont déjà un petit peu de notoriété, parce que ce sont souvent les clients les plus fidèles, plus convaincus, qui deviennent investisseurs. C'est pas très adapté au service, puisque c'est difficile de... Enfin, les gens veulent toucher, veulent voir concrètement ce dans quoi ils vont investir. Et jusqu'à preuve de contraire, c'est pas très adapté au B2B, puisque c'est difficile de créer un lien avec la communauté. Voilà, le B2B, le grand public ne pourra pas directement en bénéficier. Si vous devez lancer une campagne de crowdfunding, travaillez énormément sur le contenu et sur le planning. Il faut faire vivre votre projet en fait. Donc évidemment, il faut l'expliquer dans le détail, il faut sensibiliser vos cibles au niveau des atouts de votre projet. Il faut aussi les rassurer sur votre fiabilité et leur donner envie d'investir. Donc vous allez animer régulièrement votre campagne en vous aidant de tous les formats qui existent. Ça peut être des articles, ça peut être des photos, des vidéos. Les articles marchent bien généralement sur les blogs du genre 5 raisons pour lesquelles l'application va changer votre quotidien ou quelle vision du monde se cache derrière l'application. Rapprochez-vous aussi des blogueurs ou des sites d'information spécialisés qui peuvent apporter un gros coup de pouce à votre campagne. Et évidemment, tous les autres outils de communication que vous connaissez, les réseaux sociaux, l'emailing, etc. Tout à l'heure, je vous parlais de verticalisation du crowdfunding. Il y en a un dans le secteur du tourisme qui a été créé il y a un an, Travel Starter. Donc pareil, mise en relation entre des porteurs de projets en rapport avec le tourisme. Alors, par exemple, ça va être ouverture d'un hôtel, création d'une appli dans le tourisme. En échange de leurs dons, comme sur Kickstarter, les gens vont pouvoir bénéficier d'une nuit d'hôtel offerte dans l'hôtel qui a été construit ou ce genre de choses. Actuellement, il y a quelques dizaines de projets sur Travel Starter. On enchaîne sur les fonds d'amorçage. Alors, les fonds d'investissement en capital, c'est piloté par des équipes de gestion. En fait, c'est des gens qui vont investir de l'argent qui n'est pas le leur. Et leur but du jeu pour eux, ça va être de collecter le plus de fonds possible, évidemment, pour avoir des participations et, si possible, avoir un bon rendement au moment de la vente. En France, au second semestre 2014, on a 1,5 milliard d'euros qui ont été investis en capital risque. Il y a 460 entreprises qui ont pu en bénéficier. La BPI est devenue un acteur incontournable des fonds d'investissement. Et concernant les secteurs d'activité qui attirent le plus les investisseurs, le premier c'est la santé à 12%, 21%, pardon. Ensuite, on a l'internet et e-commerce à 18%, logiciel 18% et les clean tech qui ont apparemment un bel avenir devant eux à 12%. Voilà. Donc ça, c'est les sociétés qui ont réussi à lever des fonds auprès de ces fonds d'investissement. Et l'État a aussi mis en place des fonds spécifiques, comme le Fonds national de la société numérique et le Fonds national
d'amorçage. Souvent, on nous demande voilà, à quel moment est-ce que je dois contacter ce fonds d'investissement pour faire une levée de fonds. C'est quand vous avez des signes de traction. Donc, c'est-à-dire que quand votre chiffre d'affaires décolle, quand vous pouvez prouver que vous avez une augmentation du nombre de clients, du nombre de téléchargements, du nombre de membres, c'est à partir de ce moment-là, voilà, on peut mesurer la qualité, la fiabilité de votre produit, de votre site ou de votre concept. Et à ce moment-là, ça peut attirer les fonds d'investissement. Ceux qui se sont lancés dans ce type de campagne disent aussi qu'il faut avoir devant soi à peu près 9 mois de trésorerie parce que ça peut durer longtemps, voilà, entre 6 mois et 12 mois. Il y a des questions qui se posent aussi parfois quand on voit en France aussi, mais surtout aux États-Unis, des levées de fonds colossales. On se demande comment une société peut lever 100 millions. On va tenter d'y répondre. Blablacar, c'est pas la réponse la plus difficile à donner, mais donc vous savez qu'aujourd'hui ils sont dans 12 pays, 8 millions de membres, et là ils ont levé au total 100 millions. Eux, ils ont une ambition complètement mondiale, ils veulent aller dans tous les pays à plus de 50 millions d'habitants, ils attaquent l'Amérique du Sud, et quand on écoute les investisseurs, ils disent tout simplement le site commence à se monétiser, il a un potentiel de croissance énorme, et puis il a une qualité, c'est que plus il y a de gens sur le site, plus le service plus la qualité de service croît. Une autre start-up française, donc Capitaine Train, qui décolle pas mal, 460 000 comptes. Ils vendent 1,8 million de billets par an, contre 60 millions pour Voyage SNCF. Ils ont fait une succession de levées de fonds, jusqu'en décembre dernier, où ils ont levé 5,5 millions d'euros. Bon, vous connaissez le principe de Capitaine Train, c'est les mêmes prix affichés que sur Voyage SNCF. La seule différence, c'est que l'application et le site internet sont particulièrement simples à utiliser. Et visiblement, ça suffit pour attirer les utilisateurs français. Et eux, pareil, en fait, ils veulent aller à l'international. En fait, il y a une dérégularisation au niveau du rail en Europe. Et en fait, ces levées de fonds vont leur permettre de proposer une offre à la dimension européenne. Ça représente un marché de 170 millions de voyageurs. Donc, les investisseurs achètent ce potentiel de croissance. Uber a fait pas mal parler de soi aussi. En janvier dernier, ils ont encore levé 1,6 milliard. Goldman Sachs s'est invité au capital. Ce qui est assez surprenant, en fait, c'est la différence entre le chiffre d'affaires et la valorisation. Uber ne prend que 20% du prix de la course. Donc ça veut dire que grosso modo, les résultats nets s'élèvent à 400 millions. Et pourtant, on estime à peu près, c'est entre 30 et 40 milliards de dollars pour sa valorisation. C'est pareil, en fait, quand on écoute au départ, on peut se dire, voilà, c'est un peu étonnant, d'autant qu'il y a toute la corporation des taxis qui s'y attaque. On se demande comment la législation va intervenir sur ce type de service. Mais lui, le fondateur, il a une vision très claire. Il explique que les gens ont de moins en moins envie d'être propriétaires de leur voiture, qu'ils vont aller sur les transports en commun, sur le leasing. Donc pour lui, il y a une opportunité immense. Ne serait-ce qu'à San Francisco, il y a 22 milliards de dollars qui sont dépensés chaque année dans les transports. Donc eux, ils voudraient avoir grappillé une partie de ce marché-là qui va être croissant. Et là aussi, c'est ce potentiel de croissance qui intéresse les investisseurs. Pour information, avec 40 milliards de dollars, Uber devance, enfin, si leur valorisation s'élève à 40 milliards de dollars, Uber devance Twitter, qui est estimé à 24 milliards, LinkedIn, 27 milliards. Il est juste derrière Yahoo, à 48 milliards, mais il est loin derrière Facebook, 213 milliards, et de Google, 357 milliards. Une autre application, une autre startup qui a fait de belles levées de fonds, c'est Snapchat. Alors Snapchat, ça plaît beaucoup, pas qu'aux adolescents, mais beaucoup aux adolescents. Et selon la presse américaine, la société veut encore lever 500 millions. Ce qui valoriserait la société à 16-19 milliards de dollars.
Alors là, quand on essaie de se demander pourquoi est-ce qu'ils arrivent à lever autant, on se dit que la communauté elle est croissante, ça marche de plus en plus. Ça fait un carton dans les pays où il y a des forfaits téléphoniques qui ne comprennent pas le SMS illimité. Et puis là, ils viennent d'inclure la publicité, donc ça pour les investisseurs c'est intéressant aussi. Et une option qui s'appelle Discover et qui permet en fait aux médias de pousser du contenu normalement personnalisé. Voilà, donc là il y a des sources de revenus. Après, il faut voir si les utilisateurs acceptent ces intrusions-là, parce que donc Discover qui permet de pousser des articles fortement déplu à la communauté, puisque ce sont des articles en anglais, les utilisateurs ne sont pas forcément anglophones. Donc là aussi, c'est un potentiel de croissance, voire peut-être que les investisseurs se disent que la société va être rachetée, puisque en 2013, Mark Zuckerberg a voulu racheter cette société, et à l'époque, il avait proposé 3 milliards, le fondateur de Snapchat avait dit non, donc tout le monde avait halluciné en disant mais comment est-ce qu'on peut refuser 3 milliards, etc. Et aujourd'hui, on se dit qu'il a peut-être raison, il est valorisé à 22 milliards, et WhatsApp a été racheté 22 milliards par Facebook. J'aimerais vous parler d'une levée de fonds qui est assez étonnante. Si vous avez des informations, je suis preneur. Ça s'appelle Jet.com. Jet.com, c'est marrant parce qu'ils ont levé récemment 220 millions de dollars. On ne sait pas exactement ce qu'ils font. Pas de concept concret. Ou alors c'est secret. Pas de business plan. Ou alors il est secret. Ni de produit viable. Ou alors c'est secret. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils veulent se spécialiser dans l'e-commerce. Ils veulent devenir le premier concurrent d'Amazon. Ils promettent de pouvoir vendre des produits moins chers et de raccourcir les délais de livraison. Et sur cette promesse, ils ont réussi à lever 220 millions de dollars. On peut dire qu'il y a deux types de startups. Il y a des startups qui vont lancer un produit de consommation et qui n'ont pas forcément besoin de millions et de milliards pour pouvoir arriver à leur fin. Et puis il y a les startups comme Jet.com, visiblement, qui veulent tout révolutionner, tout un secteur. Un peu comme Airbnb a en quelque sorte révolutionné le secteur de l'hébergement. Et donc, du coup, voilà, elle, visiblement, arrive à lever autant de fonds. On vient d'apprendre que la France était la première destination sur Airbnb et qu'à Paris, on proposait plus d'appartements sur cette plateforme qu'à New York. Donc c'est la troisième plus grande offre, derrière Marriott et Hilton. En chiffre d'affaires, on approche du milliard. Et là, ils ont levé 800 millions au total depuis la création, ils ont levé 800 millions de dollars. Pareil, en fait, c'est une réponse à l'hôtellerie. Ils ont révolutionné ce secteur. Puis ça répond à des besoins tout simples. Le pouvoir d'achat en berne. Vous savez aussi que de plus en plus dans le tourisme, on ne veut plus vendre du voyage, on veut vendre des expériences, parce que les gens ne veulent plus partir en voyage, ils veulent vivre des expériences. Et du coup, avec Airbnb, on peut vivre des expériences. On s'échange les bons plans, on fait des rencontres. Et après, c'est un peu comme pour Uber, il va falloir voir si les usages vont avoir raison sur la législation. Le CEO a dit récemment qu'il y a une semaine, il était de passage à Paris, il a dit que désormais, on allait payer les taxes de séjour. Mais qu'importe, les investisseurs sont hyper confiants. Et je terminerai avec une levée de fonds un peu what the fuck, qui est née d'une blague. Je pense que vous en avez entendu parler. Qui est-ce qui utilise cette application ici? Personne. Alors en fait, c'est ça. Qui connaît? Ouais. C'est assez étonnant. En fait, c'est un mec de la Silicon Valley qui se disait c'est rigolo tous ces SMS que j'envoie à mon pote parce qu'ils veulent rien dire, mais c'est un jeu entre eux. Et il se dit tiens, je vais créer une application qui va me permettre de lui envoyer un yo. Il a mis 8 heures pour la créer, cette application. Alors là, ils l'ont un peu customisé. Maintenant, on peut mettre sa photo, son nom et même un hashtag. Mais, excusez-moi, oulala. En fait, ça plaît parce qu'il y a 2 millions d'utilisateurs. Et aujourd'hui, on compte 20 yo par seconde. Et du coup, en juillet dernier, ils ont quand même levé 1,5 million de dollars. Et on estime que sa valorisation atteint les 10 millions. Alors dans la presse grand public, on voit tout concernant cette levée de fonds. Du genre, on marche sur la tête, c'est ridicule, le monde tourne à l'envers. Des entreprises innovantes totalement ridicules attirent des investissements à 7 chiffres. On entend aussi, pourquoi pas lancer une application qui fait prout. Bref, YE est une application au succès incompris.
Alors, vous devez vous demander, mais comment est-ce qu'ils ont fait pour lever autant de fonds? Et j'ai beaucoup aimé la réaction de Marc Andreessen, qui est une personnalité hyper connue dans le web, puisqu'il a créé Mosaic, premier navigateur, Netscape, première startup, 94. Et lui, il voit trois réponses. Premièrement, il explique que c'est un système de communication binaire. Vrai, faux, là, pas là, oui, non. Et ce moyen de communication binaire est très utilisé en Asie du Sud-Est, dans les Philippines. Par exemple, si je vous appelle mais que je raccroche avant que vous ayez décroché, ça veut dire que j'arrive. Si j'appelle 2 fois avant que vous ayez raccroché, donc 2 appels manqués, ça veut dire que je vais être en retard. Et du coup, ces appels manqués, ça représente 70% du réseau mobile dans un pays comme le Bangladesh. C'est-à-dire que les gens font des faux appels et ça occupe une énorme place sur le réseau. Donc peut-être que Yo pourrait leur plaire à ces gens-là. Et Marc Andreessen dit, je ne dis pas que Yo sera la prochaine locomotive à 100 milliards de dollars des réseaux sociaux, mais le rejet immédiat a peu de sens, apprenons et gardons nos esprits ouverts. Cet homme-là, il y a 20 ans, il disait que les bitcoins allaient avoir un impact aussi important que le web dans les années à venir. On commence enfin à parler des bitcoins. Généralement, ça ne va pas très bonne presse, mais on commence à en parler. Une autre chose qui est toute simple, c'est justement ça. C'est la simplicité ultime. C'est quand même l'un des enjeux majeurs du numérique en général, que ce soit une application ou un site web. C'est de faire le plus simple possible. Capitaine Train l'a bien compris par rapport à... C'est pas son concurrent, mais bon, par rapport à Voyage SNCF. Donc, Yo, lui, il a réussi à faire super simple. Et puis, il y a autre chose, c'est qu'il y a une explication ou un potentiel qui réside dans l'ambiguïté fondamentale. C'est-à-dire que, en fait, on communique sur le fait de communiquer. Le sens dépendra énormément du contexte. Et j'ai beaucoup aimé la fin d'un article qui dit vous sentirez une véritable différence entre un yo envoyé le matin par un ami et un yo que vous recevrez à 2 h du matin d'un sex friend. Et pour avoir été en Californie, et quand on leur dit, enfin là cet été, on leur dit mais yo, comment ça se fait que ça fonctionne, etc. Et ils vous disent non mais non, moi mon fils m'envoie des yo et en fonction de l'heure, je sais ce que ça veut dire. Je sais qu'il est rentré à la maison, je sais qu'il a bien fait la vaisselle, enfin ce genre de choses. Bon. Alors parfois on se demande si les investisseurs ne perdent pas un peu la tête, on en doute, ou si on ne va pas vers une nouvelle bulle Internet, mais ça pourrait faire l'objet d'un long débat. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ces startups qui ont un démarrage foudroyant remplissent quand même un certain nombre de critères. Premièrement, il y a des projets qui révolutionnent vraiment la vie, enfin révolutionnent, j'aime pas trop ce terme, mais changent vraiment, facilitent vraiment les tâches dans la vie quotidienne. D'autres startups bouleversent les positions acquises et créent vraiment de la valeur par l'économie d'échelle qu'elles permettent. Et puis aussi, c'est proposer des services personnalisés, de qualité, avec des prix très intéressants. Et tout ça, ce sont des facteurs qui expliquent l'attrait que peuvent avoir certaines sociétés pour les investisseurs. Et puis, on a vu aussi beaucoup de success stories de sociétés qui avaient des débuts un peu compliqués, puis finir par, au bout de quelques années, par décoller. Et aux États-Unis, on dit que les investisseurs ont peur de passer à côté du big deal. C'est-à-dire, voilà, ils auraient aimé mettre quelques billes dans cette société pour pouvoir, lors de la revente, par exemple, bénéficier d'une plus-value importante. Alors justement, on parle des États-Unis. Il y a plein d'entrepreneurs qui veulent aller tenter leur aventure en Silicon Valley, et il y a quelques questions il y a quelque chose qu'il faut savoir. Déjà, on va se demander comment raisonnent les investisseurs américains. Alors on ne peut pas tout résumer, bien sûr. Là, on a Nicolas Mendira qui a créé plusieurs sociétés dans le travel, et là il vient de lancer, enfin il y a un moment, parce que là c'est au web 2013. Il a lancé une application d'hyper-prescription pour venir en frontal face au TripAdvisor et compagnie. Et lui, il explique que quand les Américains investissent tôt, ils prêtent énormément d'attention à l'équipe, à ses qualités, aux personnalités, à leurs compétences, et puis à la vision. Et bien sûr, ils s'intéressent au business plan. Mais en Europe, c'est l'inverse. On regarde le business plan, et puis après, on vous regarde dans les yeux pour voir si vous plaisez. Il y a aussi
il ne faut pas croire que c'est facile en fait aux États-Unis. Tous ceux qui ont tenté ou qui ont réussi l'expérience disent c'est super compliqué. Pour les startups en démarrage, il ne faut pas croire que le montant des levées est aussi astronomique. Mais il est plus élevé, les montants sont plus élevés qu'en France parce que tout simplement le marché est plus grand, c'est hyper concurrentiel. Et puis les ingénieurs coûtent aussi beaucoup plus cher. En fait, la Silicon Valley a connu un glissement, c'est-à-dire qu'au début, on allait là-bas pour trouver des fonds et lancer son activité, et aujourd'hui, on se rend compte que c'est plutôt des startups qui ont déjà réussi, qui vont là-bas pour devenir des gérantes. D'où ces montants parfois astronomiques. Alors, quelles sont les principales difficultés? Tous les entrepreneurs disent la même chose, c'est le réseau. Il faut du réseau. Quand vous voulez lever des fonds aux États-Unis, il faut faire un certain nombre d'allers-retours pour commencer à vous faire du réseau, pour s'adapter à la culture, à la langue, parce que c'est pas si simple que ça, c'est pas si rapide que ça. Ils sont très extravertis, très sympas avec vous, ça ne veut pas dire qu'ils vont faire du business avec vous. Donc tout ça, ça prend du temps. Et puis en fait, il faut vraiment avoir une solution disruptive. C'est le mot à la mode. Il faut vraiment apporter quelque chose de nouveau. Quand j'ai interviewé la directrice de la French Tech Hub, donc qui aide les sociétés françaises à s'attaquer au marché américain, elle dit mais c'est terrible. Les Français, ils ont une super créativité, ils sont bons, mais ils viennent avec un produit. Ils répondent pas à un problème. Aux États-Unis, on observe les choses, on regarde et on se dit tiens là il manque quelque chose. Et donc peut-être qu'il faut raisonner un peu différemment. Et puis souvent les projets sont intéressants, mais ils sont pas disruptifs. Et là-bas ils mettent de l'argent que dans ce qui est disruptif. Il y a aussi une autre chose, c'est qu'il y a un petit différentiel en temps d'information. C'est-à-dire que quand une tendance naît, quand des discussions entre entrepreneurs ou investisseurs ont lieu aux États-Unis, bah, leur centre d'intérêt, nous, on en prend connaissance quelques mois plus tard. Alors ça tend à diminuer. Mais du coup, ce qui aujourd'hui nous fascine ou nous plaît énormément, bah, là-bas, c'est peut-être déjà un peu passé. Il faut faire attention à ça. Donc, les conseils, les entrepreneurs français disent qu'il faut absolument intégrer un incubateur. Alors, il y a Y Combinator qui apparemment est l'une des rôles, mais il y en a plein d'autres. Il faut absolument intégrer un incubateur pour se faire un réseau, pour aussi rencontrer les profils techniques parce que c'est hyper important. Il faut faire plusieurs allers-retours entre la France et les États-Unis. Et de toute façon, à un moment donné, le CEO va devoir s'installer à San Francisco. Qui dit s'installer à San Francisco dit qu'il faut avoir un peu de cash parce que ça coûte très cher, le logement est très cher, les visas, tout ça. C'est vraiment quelque chose qui se prépare beaucoup, enfin longtemps à l'avance, et d'autant que l'obtention des visas n'est pas aussi simple, enfin n'est plus aussi simple qu'auparavant. Et je terminerai en disant que la Silicon Valley, en fait, on fonctionne en cycle de 18 mois. C'est-à-dire que, par exemple, dans les années 2011-2012, ce qui était à la mode, c'était les applis sociales ou les réseaux sociaux. Donc forcément, à cette époque-là, tous ceux qui avaient des projets en rapport avec ces thématiques arrivaient à lever des fonds. Mais une fois que la vague est passée, alors là, c'est fini, c'est plus possible. Donc aujourd'hui, vous n'arriverez pas à lever des fonds ou vous aurez beaucoup de mal. En fait, actuellement, ce qui intéresse les investisseurs américains, ce sont les bitcoins, l'intelligence artificielle, les algorithmes, tout ce qui est lié à la data, au big data, et aux objets connectés. Je vais tout de suite donner, j'ai oublié, et je m'en excuse, de présenter Morgan Lenné en introduction. Il va venir vous apporter son regard d'expert. Il est associé à Financière Cambon. Et si vous avez des questions, après, vous n'hésitez pas. Morgan. Merci. Bonsoir à tous. Guillaume m'a proposé de venir parler un peu de l'environnement des levées de fonds. Alors c'est l'environnement des levées de fonds au sens large, mais peut-être avec un axe un peu plus particulier sur le monde du voyage. Peut-être qui sont parmi vous ceux qui travaillent dans le monde du voyage. Voilà. Donc, on va peut-être recentrer un peu sur la thématique qui n'apporte pas de critères particulièrement différenciants par rapport aux grandes leçons qu'a donné Guillaume, mais on peut peut-être quand même faire quelques remarques. Le voyage, c'est un vertical, en tout cas le voyage digital, c'est un vertical qui est déjà très mûr.
C'est-à-dire qu'il y a déjà, c'est pratiquement, dans le e-commerce, c'est le voyage qui est le vertical le plus important. C'est celui sur lequel il y a le plus de chiffre d'affaires. Donc ça veut dire que ça fait une bonne quinzaine d'années qu'il y a des projets innovants, même une vingtaine d'années, qu'il y a des projets innovants dans le domaine du voyage. Ce qui veut dire que les critères d'éligibilité des projets à du financement, progressivement, sont montés. Donc, Guillaume parlait tout de suite du critère disruptif, différenciant. Ça veut dire que la proposition de valeur d'un projet dans le domaine du voyage doit être assez élevée. Si je prends un exemple plus nouveau, dans le big data, aujourd'hui, c'est un domaine assez récent. Il y a des entreprises qui peuvent arriver juste avec une promesse technologique et qui, sur la base d'une promesse technologique, sont capables de lever de l'argent. On n'est pas dans ce domaine-là dans le voyage. Dans le voyage, il faut avoir une unique selling proposition, USP, qui est assez différenciante, que ce soit en B2B, en B2C, dans le corporate. Voilà. Donc, comme le vertical est mûr, les filtres des investisseurs sont assez aiguisés. Ce qui veut dire que quand on regarde un peu les levées de fonds en France, il y a finalement assez peu de boîtes du voyage qui lèvent des fonds. C'est pas parce qu'il n'y a pas de marché, c'est parce que justement, les places sont déjà prises. Donc si on catégorise le voyage de manière très simple, c'est B2C, B2B. B2C, il y a assez peu de levées de fonds dans le voyage parce que, globalement, on peut dire que les places sont prises. Voilà. Alors, il y aura des exceptions dans certains sous-domaines du voyage, mais dans l'aérien, je vous défie de lever de l'argent sur l'intermédiation ou du marchand dans l'aérien. À part peut-être quelque chose de très disruptif dans le mobile. Il y a un projet qui s'appelle Flyer qui est en train d'émerger. En tout cas, il y a un sujet de maturité du marché. Dans l'hôtellerie, on voit bien que les places sont prises par des booking.com, des hotels.com et d'autres outils qui sont déjà qui ont des positions acquises à coût de centaines de millions de dollars. Donc, quand on va dans un marché grand public, il faut essayer de comprendre un peu quel est le niveau du ticket minimum à investir pour aller chercher du consommateur. Donc, en gros, mon conseil, c'est pas forcément d'aller tête baissée dans le B2C, ou alors y aller vraiment sur une proposition de valeur, un segment qui est assez disruptif. Donc aujourd'hui, on voit dans le B2C des acteurs, des agrégateurs et des vendeurs de voyages dans des sous-domaines du voyage. Sous-domaine, c'est pas péjoratif, mais dans les activités par exemple. Donc, tout ce qui est la vente d'activités à destination, comme Guillaume disait tout à l'heure, le voyageur cherche de l'expérience. Et une façon pour lui de vivre une expérience, c'est d'acheter des activités. Donc aujourd'hui, il y a des entreprises qui lèvent des fonds sur la promesse d'une expérience. Alors, des agrégateurs d'activités comme, par exemple, City Discovery, qui est une société française, Get Your Guide, qui est une société allemande, Viator, qui est une société américaine qui a été rachetée d'ailleurs par TripAdvisor. Voilà, ça, c'est des verticaux B2C qui lèvent encore pas mal d'argent. Si on descend maintenant d'un cran dans la cible, on peut s'intéresser à des sujets B2B. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de sociétés dans le voyage qui développent des solutions technologiques. Alors, il y a beaucoup de choses à couvrir dans la chaîne de valeur. Mais aujourd'hui, il y a pas mal de traction sur les projets qui ont une ambition technologique dans le voyage. Donc, par exemple, les éditeurs de logiciels en mode SaaS à destination de l'hôtellerie. Enfin, ça, c'est un domaine qui est assez dynamique. Il y a une société française qui s'appelle PriceMatch qui a levé de l'argent l'année dernière, qui devrait en relever très bientôt. C'est une société qui développe un algorithme de pricing qui permet à des hôteliers de privilégier des canaux de distribution. Vous savez que l'hôtelier indépendant, il a une problématique fondamentale qui est quel est le canal de distribution qui me coûtera le moins cher. Alors, donc forcément, c'est le canal direct, mais pour aller en direct, il faut aller acheter du consommateur et ça coûte très cher. Donc, Booking.com est hyper dominant dans ce secteur-là, mais il y a d'autres canaux de distribution. L'hôtelier, son objectif, c'est de maximiser son revenu par chambre, le RevPAR, et donc il a besoin d'outils de pricing, et PriceMatch peut lui en proposer. Donc voilà, on est sur un segment assez intéressant, une réponse apportée par de la technologie à des problématiques de business des hôteliers. Un autre secteur qui est très intéressant dans le travel, je vous livre juste mon expérience, après j'ai pas vocation à couvrir absolument tous les secteurs intéressants, mais des choses qui me sont arrivées récemment
sur mon bureau des sociétés qui s'intéressent à la connectivité. Le travel, c'est un environnement extrêmement hétérogène, extrêmement fragmenté sur les providers, c'est-à-dire ceux qui fournissent du contenu. Il y a les compagnies aériennes, il y a des hôteliers indépendants, il y a des fournisseurs d'activités, il y a des tour opérateurs, il y a des distributeurs. Donc tout ça, c'est un écosystème extrêmement riche. Et il y a des startups qui s'intéressent maintenant à permettre de résoudre la problématique de connectivité. Parce qu'il s'agit, quand il s'agit pour un provider, donc quelqu'un qui a du contenu, de mettre à disposition de ce contenu, mettre ce contenu à disposition d'un distributeur, ça pose une problématique d'intégration. Donc, un secteur qui est extrêmement porteur dans le voyage, de mon point de vue, c'est les sociétés qui s'intéressent à la connectivité. Donc, elles vont s'interfacer avec, par exemple, des tours opérateurs ou des hôteliers indépendants, et elles vont rendre ce contenu disponible chez les distributeurs. J'ai en tête une société française qui s'appelle Travelsoft, qui a une solution technologique qui s'appelle Orchestra, qui n'est pas une start-up particulièrement à proprement parler, hein. C'est une société qui a une quinzaine d'années, mais qui joue vraiment ce rôle de hub. Alors on appelle ça dans l'aérien les GDS, hein, c'est plutôt donc les GDS, ça vous fait probablement penser à des sociétés comme Amadeus, Sabre, Travelport, Galileo. Là, Orchestra, c'est une plateforme technologique qui permet à des vendeurs de voyages en mode package de distribuer leurs produits sur des sites de distribution. Voilà, donc là, la société, la connectivité, c'est un domaine assez représentatif. La semaine dernière, je voyais à l'ITB à Berlin, je ne sais pas si certains d'entre vous étaient à l'ITB à Berlin, une société qui s'appelle Peakwork, qui est une société allemande, qui réalise à l'échelle mondiale justement cette connectivité entre les datas des compagnies aériennes et les distributeurs. Donc voilà, c'est une société qui est, je trouve, pleine d'avenir. Donc voilà, c'était pour ma première action, c'est voilà, c'est un vertical assez mûr. On a bien ratissé le B2C. Il reste encore quelques niches et je vous encourage vraiment à vérifier la précision de votre proposition de valeur si vous voulez vous orienter dans le B2C. Dans le B2B, il y a de l'espace. Voilà. Donc je reviendrai un peu sur l'écosystème de financement en France en particulier, mais il y a de l'espace pour financer des jeunes entreprises qui ont une proposition de valeur en technologie dans le domaine du voyage. Voilà. Lever des fonds en Europe et lever des fonds en France. Guillaume, tu nous as parlé un petit peu de l'écosystème sur la côte ouest des États-Unis. Évidemment, on a l'impression que beaucoup des success stories du monde qui nous entourent partent de cet écosystème un peu unique, hein, qui est la Silicon Valley. Alors, c'est un écosystème qu'on connaît relativement bien, nous, chez Financière Carbon. On vient d'ouvrir un bureau à San Francisco. Un de nos associés est parti là-bas pour justement assurer une présence de Financière Carbon, banque d'affaires spécialisée dans les entreprises de croissance, dans l'environnement digital, et assurer une présence cross-border entre la France et les États-Unis. Voilà. Il y a de l'argent, il y a énormément d'argent qui peut trouver à s'investir dans la Silicon Valley, donc sur la côte ouest en particulier. Nous, on considère que c'est pas parce qu'on lève des fonds sur la côte ouest des États-Unis qu'on devient une société successful. Et j'aurais même tendance à dire, c'est probablement pas la première étape de la vie de l'entreprise. Faut pas aller trop vite vers un environnement qui ne nous est pas familier, dans lequel il y a de la complexité. Et donc il y a une barrière à l'entrée qui est assez élevée. En revanche, j'encourage vivement les entrepreneurs qui ont vocation à dépasser les frontières de leur marché domestique. Nous sommes caractérisés en France par la taille de notre marché domestique. Nous avons un petit marché domestique. Donc il est difficile en France de créer des très grandes entreprises à rayonnement mondial. Une fois qu'on a fait ce constat, on a aussi un territoire de croissance assez intéressant en Europe. L'Europe, à la différence des États-Unis, et dans le tourisme en particulier, est un pays de destination. Le monde entier vient en Europe pour voyager. Donc, on a quand même une grande chance, c'est que dans le domaine du tourisme, on a la plus belle matière première qui existe dans le monde, qui est notre pays. Donc, ça serait dommage de se faire piquer ses places
par des étrangers qui viendraient faire le business des Français, alors que les Français sont partis chercher des fonds aux quatre coins du monde. Donc je pense qu'il y a la tentation de l'export, elle est très intéressante, elle est très importante. Je ne pense pas qu'il faille la mettre en priorité dans le plan de développement de votre entreprise. Je pense que la tentation de l'export, elle est bonne, mais réfléchissez en termes de complexité. Il est quand même plus simple de développer une société dans l'écosystème que vous connaissez, culturellement, dont vous êtes proche. Et puis, il y a quand même un écosystème. Donc, Guillaume, tu nous as parlé de l'écosystème de financement de la Silicon Valley. Je crois qu'il ne faut pas disqualifier l'écosystème de financement de la France, et notamment pour la petite entreprise. Effectivement, on fonctionne beaucoup sur le principe du mythe aux États-Unis. On a l'impression que la bonne idée lève des fonds en 15 minutes et puis 6 mois plus tard, on a 500 développeurs. Voilà, je crois qu'il faut avoir un peu de filtre par rapport à ça. On a quelques fonds d'investissement qui effectivement auront plutôt tendance à regarder la performance financière de l'entreprise, mais je crois que justement, à force de maturité, l'écosystème des fonds d'amorçage notamment est quand même beaucoup plus capable de réagir sur la qualité de l'équipe et la qualité du projet, et peut prendre un peu de recul par rapport à la réalité du business. Si vous avez peu de chiffre d'affaires, il sera toujours plus difficile de lever, quel que soit le pays dans lequel vous allez lever. Lever sans chiffre d'affaires, ça reste un énorme challenge en France, aux États-Unis, voilà, partout dans le monde. Donc, moi, je ne disqualifierai pas trop vite l'écosystème français de levée de fonds. Maintenant, on va suivre les mêmes règles qu'aux États-Unis, c'est-à-dire Friends and Family, Business Angel, fonds d'amorçage, fonds de série A, fonds de late stage, et puis après, l'écosystème est quand même assez bien peuplé. Voilà. Donc, il y a des fonds qui se sont développés avec une plus grande proximité, une plus grande sensibilité à la thématique travel. Je ne sais pas si vous connaissez des fonds comme Pôle Capital. Je ne fais pas de promotion particulière, mais bon, c'est des fonds qui me viennent souvent à l'esprit. Pôle Capital, Ekio, EKKIO, qui est plutôt un fonds de capital développement, mais qui est centré sur des sujets de tourisme. Xange, Isaïe, qui a investi dans Evaneos, GIMF, qui a investi en Planète VO, qui s'appelle maintenant Marco Vasco, Partech, qui a investi dans Price Match, New Fund ce matin, qui a investi dans une petite, ce qu'on appelle des challenge managers dans l'hôtellerie. Je me souviens un peu du nom. Voilà, donc il y a une bonne dose d'une dizaine, 10-15 de fonds qui sont capables d'investir des tickets entre quelques centaines de milliers d'euros et quelques millions d'euros sur la thématique travel. Voilà. Après, plus tard dans la chaîne de développement de l'entreprise, il y a beaucoup plus de fonds. Forcément, quand le risque de mortalité est dépassé, il y a toujours plus de monde. Plus le risque est bas, plus il y a de monde. C'est un peu la loi c'est un peu darwinien comme monde. Mais bon, vous avez des fonds hyper spécialisés dans le tourisme, des fonds comme Montefiore qui ont fait beaucoup de transactions c'est eux qui ont financé Homer dans le domaine des campings, qui sont dans BNB. Voilà. Bon. Vous avez LBO France qui est dans Paris City Vision. Bon, il y a quand même sur l'écosystème travel beaucoup, ils sont également dans Promo Vacances, LBO France. Voilà. Donc il y a du monde pour financer des projets capitalistiques dans le monde du voyage en France. Alors, oui. On voit aux États-Unis des sociétés donc lever des montants assez astronomiques sans avoir un seul dollar de revenus. Mais ils ont une force dingue, c'est qu'ils ont des millions d'utilisateurs. Et ça, ils arrivent à le valoriser. Et après, ils disent aux investisseurs, après on réfléchira au business model. Et du coup, il y a de la publicité, des produits personnalisés, etc. Et ça, en France, ça peut passer? Non. Très difficile. Non, c'est vrai. C'est un bon caveat. C'est difficile, mais je pense qu'il faut vraiment aller un peu plus loin simplement dans le constat. Une boîte qui sortirait de nulle part, qui aurait un produit trouvé par hasard et qui aurait des millions d'utilisateurs, sans avoir dépensé 1 euro, ça n'existe pas, même aux États-Unis. Donc ça veut dire qu'il y a toujours eu un cycle de financement et que l'entrepreneur
aux États-Unis, un peu dans son parcours initiatique, c'est quelqu'un qui sait trouver de l'argent autour de lui. Il n'a pas déjà le métier de l'intermédiation existe pas beaucoup. La levée de fonds, le leveur de fonds, c'est pas un métier institutionnel aux États-Unis. Un projet qui voudrait un leveur de fonds pour lever $1 million, c'est un projet qui ne lèvera jamais d'argent. Le leveur de fonds, qui est une partie de notre activité, se justifie sur des tailles de tickets très importantes. Donc, dans le parcours initiatique, il y a la capacité à mobiliser de l'argent, Friends Family et Business Angel et fonds série A. Voilà. Ça fait partie un peu du CV de l'entrepreneur. Et l'entrepreneur, en général, quand on gratte un peu les histoires de ces gars qui ont beaucoup d'utilisateurs, zéro chiffre d'affaires, c'est en général des gens qui ont eu plusieurs expériences d'entrepreneuriat, qui ont souvent réussi leur précédente expérience, donc ils jouissent d'un crédit énorme. Ils ont constitué un board de gens qui sont connus, et effectivement tout ça se termine sur la science du réseau. Mais on n'a pas un entrepreneur sans réseau et avec un produit trouvé en 15 minutes qui lève $50 millions. Ça c'est du bullshit. Donc il y a quand même une réalité aux États-Unis. Effectivement, il y a beaucoup d'argent, mais cet argent ne cherche pas à s'investir dans les projets complètement hasardeux. Voilà. Peut-être un mot sur l'Asie. On parle pas mal de tropisme des États-Unis. C'est très tentant sur l'expérience d'export. On peut avoir aussi, chemin faisant, l'ambition d'aller développer son modèle en Asie. Et là, je trouve que c'est très intéressant parce que c'est un territoire qui est encore assez vierge. Alors, il y a un certain nombre de startups asiatiques qui ne nous ont pas attendus pour développer des solutions de travel. Il y a même des grosses entreprises. Hein, en Chine, vous en avez au moins 2 qui s'appellent Ctrip et Qunar, qui sont des sociétés qui sont cotées en bourse. Baidu est un actionnaire de référence de Qunar. Les Américains ont des difficultés à percer en Asie, puisqu'ils ont, à notre différence, une difficulté à s'immerger dans des cultures qui ne sont pas les leurs. Nous, nativement, si nous voulons développer notre business à l'étranger, on est obligé de s'adapter à des cultures qui ne sont pas les nôtres. Déjà, en tant qu'Européens, on a plusieurs langues, on a plusieurs pays, et c'était un constat, c'était une phrase que j'avais retenue, qui m'avait beaucoup marqué, du CEO de Booking.com, CEO de Priceline, qui disait, nous, Priceline, quand on est parti entre Priceline et Expedia, dans les années 2000, on était 2 entreprises qui se ressemblaient beaucoup. Et chez Priceline, on a eu une chance extraordinaire, on a racheté Booking.com, qui était pas une très grosse société à l'époque où on l'a racheté. On l'a racheté et en fait, on a intégré dans notre ADN une société européenne. Booking.com, c'est une société hollandaise. Et comme on le sait, la Hollande est un tellement petit pays que pour y faire un gros business, c'est compliqué. Donc c'est une société des sociétés qui se constituent nativement avec l'ambition de dépasser les frontières. Et donc le CEO de Priceline disait, nous, quelque part, nous avons gagné la bataille. Elle n'est pas finie. Priceline vaut 65 milliards, Expedia vaut 10 milliards. Vous voyez le gap qui les sépare. Ça reste beaucoup d'argent. Mais fondamentalement, se doter d'un ADN européen a été une énorme chance pour Priceline. Si on transpose ça à la situation en Asie, je pense que les startups européennes, prenons nos startups françaises, ne doivent pas partir trop perdantes sur l'Asie. Nous avons des facilités culturelles à nous immerger dans différentes cultures. C'est tout aussi compliqué d'aller convaincre un consommateur américain qu'un consommateur thaïlandais ou indonésien. Les barrières à l'entrée, le ticket d'entrée est inférieur en Asie, puisqu'il y a une moindre pression concurrentielle sur le marketing online. Ça n'en fait pas pour autant un Eldorado. On le saurait. Tout le monde se ruerait en Asie. Mais ça peut peut-être apporter un peu de mesure dans le tropisme uniquement ouest de notre culture aujourd'hui. C'est-à-dire que pour réussir une boîte, il faut partir aux États-Unis parce que c'est là que ça se passe. Voilà. Bon.
Alors dans le voyage, ouais, dans le voyage, en particulier Singapour. Singapour est un hub assez important de start-up dans le voyage. Il y a d'ailleurs un événement qui se passe en octobre qui s'appelle Web in Travel. J'ai participé l'année dernière à l'événement à Singapour. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Focusrite, qui est l'institution d'études incontournable dans le domaine du voyage aux États-Unis, et ils essayent en Europe. Bien, Focusrite, c'est la grand-messe du online travel annuel, et ça se passe aux États-Unis tous les ans. L'équivalent en Asie s'appelle Web in Travel, et ça se passe à Singapour. C'est moins connu, c'est moins prestigieux, mais ça monte en puissance de manière exceptionnelle. Il y a des compétitions start-up. On voit une effervescence qui fait plaisir à voir. Et pour le coup, on a accès à un bassin de consommateurs absolument exceptionnel. Voilà, de dimension sans commune mesure avec les États-Unis. Voilà. Donc, si certains d'entre vous sont intéressés, j'ai pas de recette miracle, j'ai pas d'accélérateur particulier sur la levée de fonds, mais on peut en discuter parce que c'est une partie du monde qui nous intéresse grandement. En conclusion, je dirais quand même que on ne faut pas oublier que la France est un pays de destination et qu'il y a beaucoup de choses à créer pour les consommateurs du monde qui souhaitent venir en France et faire des expériences. Juste un chiffre, je rebascule en Asie 2 secondes, c'est qu'en Asie vous avez aujourd'hui 400 millions en Chine 400 millions de voyages par an. Vous n'en avez que 5%, vous avez 10% en dehors des frontières de la Chine, et dans ces 10%, il y a 2% en dehors des frontières de l'Asie. On a l'impression de voir des Chinois partout à Paris. C'est de plus en plus des voyages individuels aussi. Exactement. Projetons-nous dans 5 ans, il y aura immensément plus de touristes asiatiques à Paris. Voilà. Et effectivement, du voyage packagé tour de l'Europe en 15 jours, on revient naturellement, comme tous les voyageurs, on revient à quelque chose de peut-être plus personnalisé, un voyage avec de l'expérience. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Voilà. Oui, ça c'est un facteur limitant, j'espère temporel. Je crois qu'il faut se projeter dans, dans une ère où on aura solutionné ce sujet qui met une barrière à l'entrée technique plus élevée. Ouais. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a d'autres sujets sur lesquels... Est-ce que vous avez des questions? Oui, bien connu, hein. Je connais. Voilà, bravo. Excellent. Oui.
Alors, souvent, le pricing du tour d'amorçage, il est hyper théorique. Parce que si la boîte n'a quasiment pas de chiffre d'affaires, elle ne peut pas être ni valorisée sur son chiffre d'affaires, ni sur sa rentabilité, encore moins sur sa rentabilité. Donc, on est plutôt sur un raisonnement très empirique qui part du principe que le sujet, c'est souvent la dilution des fondateurs. Il y a des espèces de milestones de dilution des fondateurs qui fait que vous avez toutes les boîtes là, dont a parlé Guillaume, les Airbnb, les Snapchat, les fondateurs ont entre
encore un peu.